Chers amis, bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Nous sommes plus de 600 inscrits pour cette conférence exceptionnelle de l'amiral Bernard Rogel que je vais vous présenter dans un instant. Cette visioconférence, puisque c'est comme ça qu'il faut dire selon l'Académie, est organisée en partenariat avec la Fondation de la Mer, dont je salue la présidente, Sabine Roux-Bézieux, Fondation de la Mer créée il y a maintenant 6 ans et qui développe son action d'une manière extrêmement proactive dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection de l'environnement et de la réflexion sur le statut et le devenir des océans. Merci infiniment à elle de s'associer à nous et à tous les amis de la mer qui nous rejoignent, qui, je le sais, sont nombreux. Il y a aussi beaucoup d'amis de l'Europe. Pourquoi la Fondation européenne s'intéresse à ces sujets, aux enjeux stratégiques, aux enjeux maritimes? Tout simplement parce que pour devenir totalement adulte sur la scène internationale, l'Union européenne doit encore faire d'énormes progrès dans la réflexion et la projection stratégique, et que, de surcroît, c'est un peu l'amoureux de la mer qui parle, ce n'est pas qu'un continent, l'Union européenne, et l'Europe non plus. C'est, comme disait Paul Valéry, le petit cap du continent asiatique, mais c'est surtout dans la mondialisation, aujourd'hui, le plus petit espace politique organisé du monde qui doit défendre ses intérêts et promouvoir ses valeurs de manière globale sur tout le globe. Et le globe, c'est 70% d'océans et de mers bleues. Alors, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui l'amiral Bernard Rogel, qui a une carrière militaire exemplaire et au plus haut niveau en France. Il a commencé, bien sûr, par l'école de guerre, mais c'est un sous-marinier qui a commandé des sous-marins nucléaires d'attaque, 2 sous-marins nucléaires lance-engins, mettant en œuvre la force nucléaire de dissuasion française. Il a été aussi à des postes clés, à des moments clés de l'histoire récente, sous-chef de l'état-major opération. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait celui qui dirige la manœuvre qui a été décidée par les instances supérieures politiques et militaires. Et donc c'est l'homme qui a dirigé des opérations extérieures tout à fait importantes, Harmattan en Libye, l'opération Licorne auparavant, et bien d'autres qu'il a supervisées. Il nous en parlera peut-être. Atalanta contre la piraterie, opération européenne qui a connu un très grand succès et qui a atteint ses objectifs. Ensuite, l'amiral Bernard Rogel a été chef d'état-major de la marine de 2011 à 2016 pendant 5 ans. Il a été ensuite le chef d'état-major particulier de 2 présidents de la République, d'abord François Hollande, puis Emmanuel Macron, de 2016 à 2020. Il est, depuis le mois d'août de l'année dernière, en 2e section, c'est-à-dire pas totalement retraité, puisqu'il continue non seulement à enseigner, à donner des cours, à réfléchir, à donner des conférences. Et nous avons un véritable privilège aujourd'hui de pouvoir l'avoir avec nous, de l'écouter, de lui poser ses questions. Vos questions, vous les posez par écrit. Je m'en ferai l'interprète et j'essaierai de les résumer. Nous sommes trop nombreux pour intervenir tous en direct. Amiral, mille merci d'être avec nous encore. Je vous cède la parole en vous remerciant une nouvelle fois. Et mon cher Jean-Dominique, merci infiniment de cette invitation à parler d'un sujet qui est quand même très vaste pour être abordé en une quarantaine de minutes, puisque tu m'as fixé comme but de donner ma vision du contexte géostratégique et des enjeux maritimes en cette année 2021. Alors, je voudrais d'abord commencer par 2 préambules. Le premier préambule, c'est que je souhaite aujourd'hui vous faire part des convictions que j'ai acquises au cours de 44 années de service au service de mon pays. Et bien sûr, ces convictions n'engagent que moi. Le deuxième préambule, c'est que je mettrai, bien sûr, comme ça m'est demandé, l'accent sur les problématiques maritimes, ce qui n'empêche pas qu'il y en a beaucoup d'autres dans notre monde qui est de plus en plus compliqué. Donc, je voudrais commencer par un petit rappel historique, parce qu'il faut toujours revenir et repartir des racines de l'histoire. Quand je suis rentré à l'école navale en 1976, sans doute certains de ceux qui nous écoutent n'étaient pas encore nés,
Mais on était en pleine guerre froide et finalement, on avait une situation stratégique, j'aurais jamais dit ça à l'époque, mais de fait, on avait une situation géostratégique qui était relativement simple. On avait deux blocs face à face, chacun savait à peu près dans quel bloc il se situait, il y avait bien quelques pays non alignés, mais globalement, on avait affaire à une situation qui était figée, peu évolutive, et qui permettait de savoir exactement là où on était. Dans les années 90, avec la dislocation de l'Empire soviétique, on a eu un grand changement géostratégique. La menace russe semblait enterrée. Les pays de l'ex-pacte de Varsovie passaient les uns après les autres dans l'OTAN. Et finalement, la question que se posait, j'ai relu avec beaucoup d'intérêt les États du monde en 1994, il y a quelques jours, pour préparer cette conférence. Et finalement, la question que tout le monde se posait à l'époque, c'était jusqu'à où la désintégration de la Russie pouvait-elle aller. Donc, on avait changé radicalement de paysage géostratégique. Finalement, on était rentré dans un monde que certains qualifient de multipolaire, que moi je qualifie de monopolaire, où la dominance des États-Unis d'Amérique n'était contestée par personne. Et où finalement, la plupart de ces alliés, des alliés des États-Unis d'Amérique, se contentaient de la protection assurée par elles. On était dans un changement de paradigme, puisque on passait finalement d'un monde statique à un monde très dynamique et avec une multiplication des crises, qui d'ailleurs a posé quelques problèmes à certaines armées européennes qui avaient été dimensionnées pour faire face à l'Union soviétique et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées avec des missions plus loin dans lesquelles il fallait se projeter. Elles n'avaient pas été dimensionnées pour ça. Donc, il y a eu en particulier un certain nombre de problèmes logistiques. C'était le monde, je vais dire, jusqu'environ aux années 2010. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère stratégique qui est marquée par de profondes ruptures, j'y reviendrai, et je suis infiniment et intimement persuadé que ce modèle qui a structuré les relations internationales et les questions de sécurité depuis la fin de la guerre froide est arrivé à son terme. Notre monde est en recomposition stratégique. Et cela doit nous amener, Jean-Dominique parlait tout à l'heure de l'Europe, et cela doit nous amener en particulier au niveau européen à une grande réflexion prospective qui n'est jamais évidente, croyez mon expérience, car on a tendance à bien connaître les grandes tendances de l'histoire, mais la remise en cause est parfois un peu compliquée. Donc il faut refaire cette analyse géostratégique avec beaucoup d'humilité. Je le disais tout à l'heure, quand on relit, et si vous avez l'occasion de le faire, c'est toujours intéressant, ce qu'on disait il y a 25 ans, c'est la Russie ne se relèvera pas et la Chine est toujours endormie. Je crois qu'aujourd'hui, on peut faire notre autocritique collective. Je crois qu'on n'a pas vu ce bouleversement parce qu'on était, encore une fois, dans ce modèle géostratégique issu de la période post-guerre froide. Alors évidemment, il y a des continuités. L'idéologie islamiste et le terrorisme islamiste seront toujours là pour quelques années. Mais en revanche, on a également un certain nombre de ruptures qu'il faut bien prendre en compte, et je reviendrai, qu'il faut bien prendre en compte dans le domaine maritime en particulier. Je vous dirai pourquoi. Donc, ces ruptures, moi, titre personnel, j'en vois 5 importants. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, celles-là, il faut les avoir en tête, je crois. La première rupture stratégique, c'est le retour des politiques de puissance. Je crois qu'on était jusqu'à maintenant dans un monde où le dialogue avait une grande importance. Je crois qu'on est passé dans un monde où les stratégies de puissance et le rapport de force redeviennent très à la mode. Si on fait un panorama des grandes puissances, de manière assez succincte, parce que je veux tenir les délais qui m'ont été donnés, mais globalement, les États-Unis ont opéré un pivot stratégique asiatique
certains parlent du piège de Thucydide en référence à la guerre du Péloponnèse et la rivalité entre Athènes et Sparte. Mais ce pivot asiatique, il ne s'est pas opéré, contrairement à ce que beaucoup croient, sous le mandat de Donald Trump. Il a commencé à se faire sentir sous le mandat de Barack Obama, et finalement, c'était la prise en compte de la montée en puissance de la Chine. Ce pivot asiatique, je pense il sera là pour un certain temps, parce que le centre du monde est en train de se déplacer vers la plaque Indo-Pacifique. Ce qui a été marqué également aux États-Unis, c'est aussi quand même, sous la mandature Trump, une certaine tendance à se recentrer sur leurs propres intérêts, ce qui, il faut bien le dire, a semé quelques doutes chez leurs alliés. Mais ce qui est vraiment frappant aujourd'hui, c'est la montée très impressionnante de ce que j'appellerais la plaque stratégique Indo-Pacifique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a longtemps cru que la Chine se contenterait d'une influence régionale. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, la Belt and Road Initiative, les routes de la soie, pour parler en français, donne une idée de leur ambition au niveau mondial. Cette ambition, elle est appuyée par une augmentation tout à fait impressionnante de leur flotte. Pour vous donner une idée de cette fulgurance maritime de la Chine, quand j'ai derrière moi la collection complète des flottes de combat depuis un certain temps, j'invite d'ailleurs tout le monde à lire ce remarquable ouvrage, on s'aperçoit qu'en 1995, la Chine ne figurait pas dans le top 8 des flottes mondiales en termes de tonnage. En 2005, je ne voudrais pas me tromper, mais en 2005, elle était au deuxième rang. Et ce qui est très frappant, c'est qu'entre 2010 et 2020, la Chine est passée de 700 000 tonnes, à peu près, 789 000 exactement, pour 1 500 000 tonnes. C'est-à-dire qu'en 10 ans, la Chine a construit 3 fois la marine française. Donc, il faut bien avoir conscience de ça quand on parle d'enjeux maritimes, de ce retour des stratégies de puissance, parce que dans le même temps, évidemment, les autres pays asiatiques, inquiets de cette montée en puissance, ont développé également leur marine. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le top 8 en termes de tonnage des marines, on retrouve non seulement la Chine, mais on retrouve l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Et qui a été évincé de ce top 8 ? Les Européens. Donc, on est dans une espèce de redistribution de puissance à l'échelle planétaire qui est, alors ça ne veut pas dire que les États-Unis sont moins puissants qu'avant, mais en tout cas, la Chine monte et toute la sphère Indo-Pacifique avec elle. Il faut aussi remarquer d'ailleurs que dans la compétition qui se dessine entre la Chine et les États-Unis, on n'est pas dans le même type de compétition qu'on avait entre l'Union soviétique et l'OTAN. Nous étions alors dans une compétition qui était essentiellement idéologique et militaire. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus globale et elle comprend aussi des volets technologiques, j'y reviendrai, et elle comprend également un volet économique. Donc, on est dans une vision qui est plus globale. Il faut noter également dans ce retour des stratégies de puissance le retour de la Russie. Encore une fois, il y a 25 ans, tout le monde expliquait que la Russie ne renaîtrait jamais de ses cendres. Eh bien, sur le plan militaire, ça n'est pas vrai. Sur le plan économique, on peut en discuter, mais en tout cas, sur le plan militaire, ça n'est pas vrai. Et il faut observer aujourd'hui qu'on a une Russie qui, à la fois par un usage de la force assez désinhibé, comme ils l'ont montré en Syrie, mais aussi parce qu'ils ont fait de gros projets technologiques, une Russie qui revient, qui fait des démonstrations de puissance un peu partout, et notamment en Atlantique, où on voit régulièrement ces bombardiers stratégiques, et même, si je ne peux pas aller trop loin dans ce développement, mais et même leurs sous-marins nucléaires d'attaque qui reviennent en nombre et en durée en Atlantique. Donc on est dans une redistribution générale de la puissance, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en réalité aujourd'hui, et pour la première fois de notre histoire, les plaques stratégiques euro-atlantiques et indo-pacifiques se rejoignent. Et ça va nous obliger quand même à avoir une vision globale. Alors, Jean-Dominique l'a dit, l'Europe est aussi un continent qui a des intérêts en Asie,
il faut sortir de cette vision un peu géographique et limitée à nos approches. Tout ce qui se passe en Asie, et je reviendrai également dans la deuxième rupture, nous s'intéresse au plus haut point. Mais en tout cas, il faut avoir conscience de cette redistribution générale de la puissance. Il faut avoir aussi conscience, d'ailleurs, du retour. Alors, j'appelais ça jusqu'à il n'y a pas longtemps des stratégies d'empire. Je vais corriger immédiatement en disant des stratégies d'influence issues des empires. Et on peut le voir aujourd'hui qu'un certain nombre de pays essayent de retrouver leur zone d'influence telle qu'elle était sous les empires anciens. La Turquie avec l'Empire ottoman, l'Iran avec la Perse, la Russie avec l'Union soviétique. On pourrait même rajouter la France avec l'Afrique, même si on ne l'a en réalité jamais quitté. Mais en tout cas, on voit bien qu'on a des mouvements aujourd'hui qui reprennent un peu leurs racines dans l'histoire. Alors, cette première rupture qui est importante, qui est la redistribution de la puissance à l'échelle planétaire, elle est bien sûr doublée d'une certaine fragilisation du multilatéralisme, parce que on voit bien que le rapport de force est plus important aujourd'hui que le dialogue, et que finalement beaucoup essayent de pratiquer le fait accompli plutôt qu'aller devant des instances d'arbitrage international. Donc, il faut avoir ça. Alors, certains me diront, à juste titre, ah oui, mais tout ça, c'était du fait de Donald Trump, et tout ça va changer dès lors qu'il est parti. Je ne crois pas. Je crois que la montée en puissance de l'Asie continuera. La forme des actions américaines changera probablement, mais en tout cas, le fond reste le même, et ce pivot asiatique, il est là, et il faudra bien le prendre en compte. Ça c'est la première grande rupture. La deuxième rupture, qui d'ailleurs rejoint un peu la première, ce sont les conséquences de la mondialisation. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la mondialisation, mais finalement, je ne sais pas si grand monde l'a vraiment analysé sur le plan stratégique. Je crois que la mondialisation est synonyme d'interpénétration, d'enchevêtrement des frontières de la sécurité et de la défense, du civil et du militaire, de l'extérieur et de l'intérieur, et de la guerre et de la paix. Et finalement, ça complique quand même beaucoup l'analyse stratégique. C'est en quelque sorte, si j'osais paraphraser Clausewitz, je dirais que c'est le nouveau brouillard de la guerre. La mondialisation, c'est également la libre circulation des biens et des données. Et ça, il faut en être conscient également, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, nos frontières traditionnelles sont traversées par des flux, et des flux qui sont essentiels à nos économies, à nos sociétés. Ces flux, ce sont essentiellement des flux maritimes, j'y reviendrai, ce sont des flux de données, Internet, et ce sont des flux spatiaux. Ces flux, ils nous obligent à avoir une vision mondiale, parce que quand on prend un flux maritime, il part d'Asie, il arrive en Europe, et rien ne doit venir le perturber. D'ailleurs, on en a eu un exemple involontaire avec ce porte-conteneur qui s'est mis en travers du canal de Suez et qui a bien perturbé le flux maritime mondial. Mais on est dans des sociétés aujourd'hui où on doit prendre en compte ça, et où la libre circulation au sein de ces réseaux, encore une fois, des réseaux de données, les réseaux maritimes, les réseaux spatiaux également, doit être garantie. Je voudrais rappeler, je pense que les gens qui sont présents à cette conférence connaissent bien les affaires de la mer, mais quand même, il faut le rappeler très régulièrement, les flux maritimes ont augmenté en 40 ans. Ils ont quadruplé, pardon, en 40 ans. Et aujourd'hui, plus de 80% de ce que nous consommons au quotidien passe par la mer. Et c'est important, et c'est un effet de la mondialisation, puisqu'aujourd'hui, certains biens sont fabriqués sur un continent, transformés sur l'autre et consommés sur un dernier. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire respecter, et c'est le cas, et c'est d'ailleurs pour ça
Jean-Dominique citait tout à l'heure l'opération Atalanta. C'était une des raisons de l'opération Atalanta, c'était garantir ce flux de marchandises qui est essentiel à nos sociétés. Il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, ce n'est plus un maillage national, un maillage régional, c'est un maillage mondial de nos économies. Donc, c'est tout à fait important. Ça veut dire qu'il faut garantir la sécurité pour revenir au flux maritime, plus précisément, garantir la sécurité de ce flux maritime, ça veut dire agir contre les menaces terroristes, comme on en a eu dans le détroit d'Ormuz il n'y a pas très longtemps, agir contre la piraterie comme on l'a fait avec la mission Atalanta, mais ça veut dire aussi faire respecter le principe de libre circulation des navires tout au long de cette ligne que j'évoquais. Alors, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que finalement, on est donc, je vous l'ai expliqué, dans une société de flux. D'ailleurs, au passage, on voudrait de rappeler ou de dire que plus de 95% des données Internet passent par des câbles sous-marins. Souvent, les gens ont une fausse appréciation en croyant que ça passe par l'espace, pas du tout. Donc, ça veut dire que les câbles sous-marins également posent un problème de surveillance pour garantir ces flux Internet, qui sont, je vous le rassure, très redondants. Il y a beaucoup de câbles, mais tout de même, il faut y faire attention. Donc, au-delà de cette politique de flux, on assiste également à un retour des frontières maritimes. Ça a une double explication. La première explication, c'est qu'on va de plus en plus, parce que la population mondiale augmente, parce que les ressources à terre s'épuisent, eh bien, on va de plus en plus vers une industrialisation de la mer qu'il faudra prendre en compte. Ça n'est pas l'objet, mais je pense que ça fera l'objet de questions sur l'aspect environnemental, comment conjuguer l'industrialisation qui se fera là aussi, n'ayons pas de doute là-dessus, et l'environnement. Mais en tout cas, on va vers une industrialisation de la mer, et du coup, on va vers la définition de nouvelles frontières maritimes, et on voit bien aujourd'hui que finalement, la maîtrise des ressources maritimes et des flux maritimes constitue à l'évidence le ferment de nouvelles stratégies de puissance. Et on le voit, c'est complètement factuel, on voit que certains États se dotent déjà de stratégies maritimes qui sont parfois très intrusives et très limites avec le droit international. Cela se traduit par une multiplication des zones de friction entre des pays qui se livrent à des activités de démonstration qui souvent tournent à l'épreuve de force. Donc, cela, il faut le prendre en compte, on pourra en parler dans les questions, on le voit partout, hein. On le voit en Méditerranée orientale, on le voit en mer de Chine, on le voit dans le Golfe arabo-persique, on voit cet établissement de nouvelles de frontières maritimes se mettre en place un peu partout. Donc c'est une espèce de paradoxe finalement, puisqu'on a besoin de tuyaux, mais qui vont être amenés à traverser des murs. Donc tout ça va devoir être géré. Je ne saurais trop conseiller à tout le monde de le faire dans le cadre du droit international pour éviter d'arriver à des confrontations entre puissances. Dernière conséquence de la mondialisation, mais qui n'est pas la moindre, c'est également une certaine dilution des notions de souveraineté et de propriété. Je crois qu'aujourd'hui, on a dans l'espace mondial des entreprises qui, finalement, on ne sait plus très bien où elles sont basées. Et quand on parle de souveraineté et quand on parle de propriété, dans le domaine de la défense, c'est tout à fait important de savoir qui contrôle quoi, on a parfois quelques difficultés. Donc, ça veut dire également qu'il faut avoir une grande vigilance pour ne pas perdre des pans d'indépendance nationale et singulièrement, j'y reviendrai, des pans d'indépendance technologique dans ce brouillard de la mondialisation. Troisième rupture, alors que j'ai vécu, Jean-Dominique soulignait tout à l'heure que j'ai tenu les fonctions de sous-chef d'état-major opération à l'état-major des armées, et ça, j'ai vécu cette rupture qui est une sorte de contraction des temps politiques militaires et médiatiques. Je crois que c'est bien important d'avoir ça en tête. Aujourd'hui,
je vous parlais tout à l'heure de la guerre froide, c'était le temps des grandes planifications. Je ne savais pas si d'ailleurs les planifications tiendraient. Certains disaient que ça ne tenait pas à la première minute d'une bataille, mais enfin, on était les spécialistes de la planification. Aujourd'hui, il faut qu'on soit les spécialistes de l'anticipation et de la réaction. N'importe qui est capable aujourd'hui de créer un événement mondial avec un téléphone portable quelque part, en prenant une photo, jouant sur l'émotion, relayée par les médias, puis par les politiques, qui sont prêts de demander aux militaires, ils ont raison, c'est leur métier, d'avoir une réaction. Donc cette espèce de contraction des temps, elle est tout à fait importante, et ça oblige à revoir un peu les dispositifs militaires d'une autre manière, et singulièrement les dispositifs maritimes. Moi, je suis un de ceux qui croient beaucoup aux dispositifs prépositionnés. Je crois que nous avons une force en France qui est d'avoir des territoires ultramarins un peu partout dans le monde. Nous avons beaucoup de bases prépositionnées grâce à ces territoires ultramarins. D'ailleurs, je crois qu'en France, peu de personnes s'aperçoivent de la force que nous donne cette deuxième zone maritime mondiale. Je le disais il n'y a pas très longtemps dans un journal, finalement, nous sommes les voisins du monde sans le savoir. Et je peux vous garantir que quand on se déplace avec le président de la République, on est reçu en voisin et non pas en étranger. Et ça change tout dans l'approche diplomatique qu'on peut avoir. Les territoires ultramarins, ça nous rend voisins de tous les pays qui sont en bordure des océans, puisque nous avons des territoires ultramarins et des zones maritimes dans toutes les zones. Donc, nous sommes des voisins et nous sommes partie prenante de ce qui se passe dans ces zones. Donc, pour revenir à cette contraction temporelle, si j'osais, je dirais que nous sommes rentrés dans l'âge de l'impatience. Impatience parce qu'il faut agir vite, impatience parce que nos sociétés sont devenues très court-termistes. Je ne sais pas si c'est un terme particulièrement bien français, mais en tout cas, l'idée y est. Ce court-termisme, finalement, nous impose d'aller vite. Alors, c'est un exercice un peu difficile, en particulier dans le domaine stratégique et dans le domaine de la défense, parce qu'il faut savoir conjuguer à la fois une capacité à aller vite pour donner une première réponse à un événement. On dit souvent qu'il faut mieux vider un extincteur sur un début d'incendie plutôt qu'envoyer les Canadair plus tard, mais c'est un peu cette image-là qu'il faut retenir, c'est-à-dire avoir cette capacité à réagir vite devant un événement, et puis quand même garder la conscience du temps long. Et c'est singulièrement vrai pour les armées technologiques, pour toutes les armées en réalité, puisque toutes les armées sont technologiques aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut avoir un outil militaire, ça se prépare dans le temps long. Et ça reste dans le temps long. Je prenais comme exemple, il n'y a pas très longtemps, l'exemple du Barracuda, ce nouveau sous-marin nucléaire d'attaque français, dont les études ont commencé dans les années 90 et qui ira en durée de vie jusqu'aux années 2060. Donc on voit qu'on s'inscrit dans le temps long. Donc il faut arriver à la fois à jongler entre le temps long et le temps court. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré dans nos sociétés. Il faut d'ailleurs remarquer que certains jouent du fait accompli en espérant que nos organisations un peu lourdes mettent du temps à réagir et que finalement ce fait accompli devienne une évidence pour tout le monde. Donc il faut avoir ça également en tête. C'est également un frein, ce court-termisme, c'est un frein à l'anticipation et à la prospective, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut vraiment avoir un cran d'avance dans l'analyse stratégique. La quatrième rupture, c'est une rupture technologique. Il y a 15 ans, lorsque je faisais le Centre des hautes études militaires, tout le monde parlait de révolution dans les affaires militaires et tout le monde expliquait que finalement l'avance de l'Occident en termes de technologie était tellement importante que jamais ça ne remettrait en cause notre dominance, si je puis dire, militaire. Je crois que là aussi, c'est une idée qu'il faut relativiser. C'est vrai que la technologie est importante, et singulièrement pour ce qui concerne les marines, mais il faut faire attention parce que en réalité, la vulgarisation de la technologie a complètement écrasé cet avantage technologique. Et on voit aujourd'hui, singulièrement
dans le domaine de la sécurité que la vulgarisation technologique a amené nos adversaires à avoir accès à des technologies comme les messageries cryptées, comme les drones, etc., de manière assez facile. Donc, il faut faire attention à cela. Et puis ensuite, il faut faire attention à la prolifération, bien sûr, parce que cette vulgarisation technologique, elle a pour conséquence d'amener un certain nombre de pays ou d'organisations à un certain niveau technologique. L'autre caractéristique qui est importante et qu'il faut bien avoir en tête également, c'est la bataille acharnée pour les normes et les grandes technologies. Et là aussi, je crois qu'il faut que notre vieux continent s'éveille, en tout cas un peu plus qu'il ne le fait aujourd'hui, car si on se replonge dans l'histoire, on s'aperçoit que toutes les grandes découvertes ont été faites en Occident, la machine à vapeur, l'électricité, Internet, etc. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de mécanique quantique, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de 5G, ce n'est plus tout à fait le cas. On voit que là aussi, il y a une égalisation entre l'Orient et l'Occident, si je puis me permettre, qui est importante. Et je crois que, comme je disais tout à l'heure, que la compétition est globale aujourd'hui, l'Europe ne peut pas être absente de cette compétition-là. Elle ne l'est pas, je vous le rassure, mais en tout cas, il faut vraiment qu'on ait une analyse importante pour savoir si on peut le faire au niveau national ou bien si, ensemble, nous, Européens, on peut constituer une force. Je rappelle quand même je parlais tout à l'heure de stratégie de puissance, je parle sous le contrôle de Jean-Dominique, nous sommes la première puissance économique et une puissance monétaire. Donc il faut qu'on ait cette réflexion sur la souveraineté ou l'autonomie, je ne sais plus comment il faut le dire aujourd'hui pour être politiquement correct. Moi, j'aime bien le mot de souveraineté, mais je crois qu'on parle d'autonomie stratégique, puisque la souveraineté se rapporte aux nations et que l'Europe n'est pas une nation. Parlons donc d'autonomie stratégique, mais en tout cas, il faut qu'on ait cette réflexion, parce que j'ai peur que seul chacun des pays européens pris un à un ne pèse pas lourd dans la bataille qui va s'engager en termes de technologie entre les États-Unis et la Chine, peut-être même la Russie. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus et qu'on ait vraiment, et je reviendrai en conclusion, qu'on ait vraiment une réflexion sur ce que veut dire la souveraineté nationale versus l'autonomie stratégique européenne. Le pire danger, ça serait celui de l'endormissement, se dire finalement on réfléchit à rien et ça nous arrive par la contre-marche, pour reprendre un terme maritime, et qu'on constate un beau matin qu'on n'est plus indépendant sur le plan technologique, qu'on est sous dominance technologique des uns ou des autres, et qu'on n'a plus notre mot à dire. Je pense que ça serait sans doute le pire qui pourrait nous arriver à nous, Européens. Cela, puisqu'on m'a demandé de parler des enjeux maritimes, cela pose également un certain nombre de questions dans le domaine des flottes. Alors évidemment, dans le technologique, il ne faut jamais oublier la cyberdéfense qui est devenue un maillon essentiel, et je crois qu'en France, on a beaucoup progressé au cours des 15 dernières années, mais il faut l'avoir en tête. C'est vrai aussi pour les flottes marchandes. D'ailleurs, on a beaucoup discuté quand j'étais chef d'état-major de la marine avec les représentants du cluster maritime français sur ce sujet-là. Je crois que c'est un sujet bien réel. Le tout numérique fait qu'aujourd'hui, il faut avoir une attention bien particulière sur la cyber. Ça oblige aussi à repenser le maintien en conditions opérationnelles de nos bâtiments. C'est vrai là aussi dans tous les secteurs, sans doute un peu plus pour les marines de guerre, parce qu'on a des bateaux qui aujourd'hui sont très informatisés. Ça veut dire que vous savez, quand je suis rentré dans la marine, on avait des bateaux essentiellement mécaniques. On faisait une revision, si je puis dire, de grande ampleur à mi-vie, et puis on repartait comme ça pour 20 ans. Je crois qu'aujourd'hui, le bateau est articulé non plus autour de la mécanique, mais autour d'un système de combat très complexe et informatique qui a la durée de vie de votre téléphone portable. Donc il faut arriver à changer. Je vous rassure, ça a été fait avec beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme. Il faut arriver à repenser le maintien en conditions opérationnelles, et ça c'est vrai pour toutes les armées. Puis enfin, sur cette rupture, ce qu'il faut éviter aussi sans doute pour les armées, c'est le piège du tout technologique. Alors la technologie est importante et on ne peut pas nier qu'elle sera importante pour acquérir la supériorité sur le champ de bataille
de demain. Mais pour tout, et ça c'est vrai pour toutes les armées, il faut trouver la juste balance entre une haute technologie et le format. Le pire serait qu'on en arrive à des armées échantillonnaires, c'est vrai pour la marine, c'est vrai pour l'armée de l'air, c'est vrai pour l'armée de terre, à des armées échantillonnaires, parce que le coût de la technologie étant tellement prohibitif, ça réduirait considérablement les formats. Je crois qu'on a besoin de formats, on a besoin de technologie, et il faut éviter à tout prix ce que j'appelais le rêve des ingénieurs, qui est le tout technologique, c'est-à-dire le bateau qui fait tout seul, et puis avoir des flottes conséquentes qui permettent de répondre à toutes les missions que j'ai évoquées auparavant. Le dernier, je vois que le temps passe, je suis décidément très bavard, mais la dernière rupture est sans doute le changement de nature des conflits. Je crois qu'aujourd'hui, on a une vision des conflits dans le monde qui doit évoluer. Ces conflits, ils étaient essentiellement militaires dans le passé. Aujourd'hui, ils sont, alors on peut appeler ça hybrides ou globaux, mais en tout cas, ils regroupent beaucoup d'autres choses que le militaire, la propagande, les manœuvres cyber, les actions déstabilisatrices, les actions dans l'espace, les conflits régionaux. L'appel aux mercenaires aussi qui a tendance à se multiplier. Et ça, c'est quand même très inquiétant parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'emploi de mercenaires en Azerbaïdjan, en Syrie, en Libye, de toute nationalité, fait que les États ont tendance à dire « Ah, mais ce n'est pas nous, ce sont les mercenaires », alors qu'en réalité, tout le monde sait que ces mercenaires sont plus ou moins contrôlés par ces États. Donc, il faut faire très attention à cette hybridité des conflits qui est tout à fait nouvelle. On a prêté d'ailleurs ce concept à un général russe qui s'appelle Gerasimov, qui était le chef d'état-major des armées russes. Et en réalité, ce concept, il avait été développé auparavant par d'autres, et c'était la réponse. Cette doctrine dite de Gerasimov, c'était la réponse des Russes aux autres. Mais il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais un peu sur l'enchevêtrement tout à l'heure, les conflits sont plus complexes que par le passé. Ils ne comportent pas seulement une partie militaire. Donc voilà un peu les grandes ruptures. Là-dedans, évidemment, vous l'avez compris, je pense que la partie maritime sera importante. Il suffit de regarder la montée en puissance dans l'Indo-Pacifique pour se rendre compte que l'accent est mis et sur la cyber et sur le maritime. Pour autant, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin que de marine. Ça serait renier mon passé interarmé que de dire ça, et ça serait ignorer la globalité des conflits que je viens d'évoquer. Alors, où en est la France dans tout ça? Alors, je voudrais, après ce portrait un peu, comment dire, pessimiste de notre monde, je voudrais rassurer nos amis français et européens. Je crois qu'on a... D'abord, la première réponse a été donnée par le président de la République avec une LPM, une loi de programmation militaire, pardon. C'est la mauvaise habitude des militaires d'employer des acronymes, donc je vais essayer d'être plus précis. Cette loi de programmation militaire donc, qui prévoit les budgets consacrés à l'effort militaire, une loi de programmation militaire actuelle qui a mis fin à des années de réduction budgétaire. Et je crois qu'il était vraiment temps. Il était vraiment temps parce qu'on en est arrivé à une possible remise en cause de notre modèle de défense globale. Donc, il faut rendre hommage au président de la République d'avoir voulu cette loi de programmation militaire ambitieuse qui répond exactement à tout ce que je viens de dire sur l'état de dangerosité du monde. Le deuxième point que je voudrais souligner, on a souvent le sens de l'autocritique en France, mais en tout cas, moi, je voudrais être le témoin d'un système de décision politico-militaire et diplomatique qui marche. On a une diplomatie remarquable. Je tiens, et chaque fois que je pourrai, je leur rendrai hommage. On a vraiment des diplomates d'une très grande qualité, et on a un système de décision politico-militaire qui finalement répond à ce monde que je viens d'évoquer
une capacité de réaction de très court terme parce que le chef de l'État est chef des armées et donc on peut réagir extrêmement rapidement à une situation de crise qui se développe quelque part. Alors, bien sûr, après, il faut informer le Parlement, faire voter la prolongation de l'intervention, mais en tout cas, on a cette capacité à agir vite qui est essentielle dans le monde que je viens de décrire. Et en même temps, on a un système de conseil de défense qui a été mis en évidence lors de la crise sanitaire, mais en réalité, c'est la structure de conseil de défense qui a servi. Mais le conseil de défense, en tout cas, c'est un conseil de défense hebdomadaire qui se réunit, qui comprend l'ensemble des ministres concernés, le chef d'état-major des armées, et qui permet de travailler sur, bien sûr, les opérations de la France, sur les questions de sécurité, mais aussi sur les questions de souveraineté et sur les questions globales qui pourraient mettre en cause l'indépendance de la France ou de l'Europe, donc des questions de technologie, etc. Donc on a un système français, moi, que je trouve, alors, vous me direz, j'ai tellement été associé à ça que je suis peut-être un mauvais témoin, mais quand même, je pense qu'on on doit pouvoir affirmer que notre système est bon et solide et qui répond à ce nouveau monde. La question qu'il faudra se poser désormais, vous l'avez compris, et c'est vrai dans le domaine maritime comme ailleurs, c'est les questions de souveraineté. Je crois qu'il faut vraiment qu'on ait une réflexion stratégique au niveau français. Alors, Jean-Dominique, reprends-moi si je dis une horreur, et au niveau européen, parlons d'autonomie stratégique, mais en tout cas, il faut vraiment qu'on ait une réflexion pour savoir ce qu'on veut conserver en termes souverains, ou en tout cas en termes européens, ce qu'on veut déléguer et ce qu'on peut abandonner. Je crois qu'il faut, parce que sinon, si on ne fait pas cette réflexion-là, on aura un réveil difficile. On aura un réveil difficile parce que les autres continueront à bouger, à avoir leur réflexion, et nous, on se retrouve un beau matin, on aura perdu un certain nombre de points technologiques et on ne saura pas pourquoi. Donc, il faut vraiment qu'on continue à avoir ça. Là, je vous rassure, hein, mais sans doute qu'on le fasse progresser au niveau européen. Et puis, je ne vous surprendrai pas, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est l'Europe de la défense. Alors, je ne suis pas de ceux qui critiquent l'Europe. L'Europe, elle n'a pas été faite pour être une Europe de la défense avant tout. Elle a été, je ne vais pas faire l'injure aux aficionados de la Fondation Schuman de rappeler pourquoi l'Europe s'est créée, par la communauté européenne de charbon d'acier, etc. Donc, c'était d'abord un marché commun, l'Europe, mais en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe est une puissance financière, une puissance économique, pardon, et l'Europe est une puissance monétaire. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se pose la question de l'harmonisation, je vais dire ça comme ça, de l'harmonisation de nos politiques étrangères et de défense. Je vous rassure, l'appel du président de la République a été entendu lors de son discours de la Sorbonne et a donné un nouvel élan, je crois, à l'Europe de la défense. On a fait des missions extraordinaires. Atalanta est sans doute la mission emblématique. En plus, c'est une mission maritime, donc ça me fait très plaisir de dire ça. Une mission emblématique de ce qu'on était capable de faire ensemble. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse encore sur l'Europe de la défense. Et on ne pourra pas le faire si on ne réfléchit pas à l'articulation entre l'OTAN et l'Europe de la défense. Et je crois que ça, c'est fondamental. Il faut arrêter d'opposer l'OTAN et l'Europe de la défense. Moi, je suis de ceux qui croient aux liens transatlantiques. Nous avons les mêmes valeurs que les États-Unis d'Amérique, le même régime démocratique. Mais en tout cas, je suis aussi de ceux qui disent que l'Europe doit retrouver son autonomie stratégique et doit réfléchir à son destin de manière indépendante. Donc, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se fait opposer en permanence cette vision de l'Europe de la défense versus l'OTAN. Je crois pardon de dire ça comme ça, mais je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en tout cas, moi, je continuerai à être à la fois un fervent défenseur de l'Europe de la défense. On peut y arriver de manière... Alors, je ne crois pas que l'armée européenne soit pour demain, mais en tout cas, les opérations européennes, en tout cas, sont déjà d'actualité. On peut arriver à faire mieux et il faut qu'on continue à progresser sur ce chemin, qui est un chemin difficile, hein, de l'harmonisation des politiques de défense et des politiques étrangères de l'Europe. Voilà, en quelques heures, Jean-Dominique, j'ai
dépassé 2 minutes le créneau horaire que tu m'avais donné, mais c'est assez complexe de tenir en 40 minutes, de faire en 40 minutes l'état du monde. J'espère que je ne vous ai pas noyé. Merci beaucoup et merci pour cette précision toute militaire et toute maritime du temps. Énormément de questions que je vais essayer petit à petit de résumer. Vous avez vu que je prenais des notes. J'espère que tout le monde s'y retrouvera. Si ce n'était pas le cas, qu'on me pardonne d'abord. Mais je voudrais tout d'abord donner la parole à Sabine Roux-Bézieux, présidente de la Fondation de la mer, avec qui nous organisons cette visioconférence. À tout bien, tout honneur. Et je lui demande de poser la première question. Sabine, à toi. Merci Jean-Dominique, merci Amiral de ces propos absolument passionnants. J'aimerais écouter votre opinion sur la question des ressources marines, qu'elles soient vivantes, donc les ressources halieutiques, ou minérales. Alors évidemment, on pense au pétrole et au gaz, mais surtout, je voulais votre opinion sur les terres et les métaux rares dont la transition écologique a tant besoin aujourd'hui. Vous avez très bien expliqué comment les États, au nom de leur souveraineté, de leur autonomie stratégique, et évoquer les grandes entreprises, comment les États et les grandes entreprises cherchent à mettre la main sur ces ressources pour le bien de leur population ou de leurs actionnaires. Mais en même temps, on voit bien que les opinions publiques et un certain nombre d'acteurs non gouvernementaux luttent, s'engagent contre la surexploitation et ont des attentes à l'égard de ce bien commun qu'est l'océan, et en particulier sur la haute mer, qui, comme vous le savez mieux que moi, recouvre 64% de la surface de la planète. Donc, j'aimerais bien entendre votre analyse sur la question, savoir si ces tensions sont inévitables, si elles risquent de s'amplifier, ou s'il y a une voie, un juste milieu qui permettrait d'envisager un avenir pour cette haute mer. Merci, Madame la Présidente, de cette question, parce que je m'aperçois avec horreur que dans les enjeux maritimes, mais c'est un peu compliqué d'aborder tous les sujets, je n'ai pas parlé d'écologie. Or, je pense que les questions environnementales seront, comme vous l'avez souligné, des questions particulièrement importantes pour les années à venir. Et d'ailleurs, j'aimerais, pardonnez-moi cette réflexion d'avance, mais j'aimerais parfois que les partis verts s'appellent aussi des partis bleus, pour qu'on ait beaucoup parlé des forêts amazoniennes, mais l'océan, c'est une matrice essentielle comme les forêts amazoniennes. Moi, je suis de ceux qui croient que développement et durabilité ne sont pas incompatibles. Je pense que dans l'avenir, l'épuisement des ressources à terre, dont les ressources alimentaires, et l'augmentation de la population mondiale rendent inéluctable le fait que les sociétés ou les États vont se tourner vers la mer. Ce dont il faut se garder, c'est que ce développement soit totalement incontrôlé. Et j'étais de ceux, quand j'étais chef d'état-major de la marine, sortant légèrement de mon périmètre, qui réclamait une gouvernance de la haute mer et en tout cas une attention accrue à ce qui se passe sur les océans. Pour autant, je ne peux pas croire qu'on empêchera les gens de se tourner vers la mer pour trouver des ressources halieutiques. Vous savez, quand on prend l'un des sujets les plus importants pour les marines nationales aujourd'hui, c'est la surveillance des ressources halieutiques. On le voit partout, la surpêche menace. J'avais l'autre jour sous les yeux une photo satellite des environs des îles Galapagos qui étaient littéralement cernées par des milliers de chalutiers. Ces chalutiers asiatiques, on les retrouve dans le golfe de Guinée, on les retrouve partout, et ça répond à une demande alimentaire et une consommation. Donc, il faut qu'on édicte des règles. Je crois qu'on n'empêchera pas les gens de se tourner vers la mer. Vous savez, je regarde avec parfois beaucoup d'intérêt les progrès de l'homme dans l'espace, et je me dis que finalement, on connaît aussi mal le fond des océans que l'espace. Donc, il faudrait peut-être aussi qu'on reprenne un peu notre cycle de découverte, si je puis dire, des océans. Mais en tout cas, il faudra être extrêmement vigilant sur la manière dont ça se fera. Je pense que ça se fera, et il faut qu'ensemble, on édicte des règles assez rapidement.
le meilleur conseil que je pourrais donner, d'ailleurs, c'est que tout le monde commence par signer la Convention de Montego Bay, puisqu'il y a encore des États particulièrement importants, les États-Unis, pour ne pas les nommer, qui ne l'ont pas fait. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait à la fois cette régulation des affaires maritimes qui concernent les flux, mais qu'on fasse de plus en plus attention à cette industrialisation de la mer que j'évoquais. On voit que ça peut être source de conflit. Hein. Quand on plante des éoliennes en mer, ça suscite l'indignation de certains. Il faut qu'on arrive à avoir cette réflexion réfléchie. Je crois qu'on a été capable de le faire sur Terre. Il faut en tout cas qu'on le prépare sur la mer et qu'on ne le fasse pas une fois que les problèmes seront créés. Donc, oui, vous avez raison, il faut agir. Alors, c'est intéressant, vous dites toujours « on ». Qui entendez-vous par « on » ? Est-ce que l'action doit être faite au niveau national ou est-ce qu'au fond, vous dites le niveau d'action doit être l'Europe, voire des organisations internationales ? Moi, je pense, si vous voulez me pousser dans mes derniers retranchements, je pense que l'Europe a un rôle essentiel à jouer. D'abord parce que nous sommes écoutés et respectés, que nous sommes farouchement attachés au droit international, donc on ne peut pas nous reprocher de quoi que ce soit. Mais encore faudrait-il, alors pardon Jean-Dominique si je vais te heurter, mais encore faudrait-il que l'Europe se dote véritablement d'une stratégie maritime et qu'on arrête de réfléchir bout par bout on a dans nos États une difficulté et qui est multipliée à l'échelle européenne, je trouve, Jean-Dominique, dis-moi si tu n'es pas d'accord, mais en tout cas, c'est le fonctionnement en tuyau d'orgue. Donc, on a une organisation qui s'occupe de l'industrie, de l'industrie en mer, une organisation qui s'occupe de la pêche, une organisation qui s'occupe de l'environnement, une organisation qui s'occupe des transports. Ce qu'il faut, c'est avoir une vision globale, encore une fois, et croiser ce fonctionnement en tuyau d'orgue. Pour moi, c'est... Je ne vais pas dire, j'allais dire c'est une catastrophe, non, ça c'est exagéré. C'est en tout cas très dommageable à cette réflexion. Et je crois que l'Europe doit prendre. La France a le deuxième domaine maritime, donc on est légitime aussi pour d'ailleurs, j'ai observé qu'il y avait une difficulté de compréhension entre premier domaine sous-maritime et deuxième domaine maritime. Peu importe, on est juste derrière les États-Unis ou juste devant, enfin, on ne va pas se battre pour la première place, mais en tout cas, nous sommes une nation maritime et on a des choses à faire valoir. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui qu'on réfléchisse. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, je m'aperçois que j'ai cité la mer de Chine, j'ai cité le golfe arabo-persique, j'ai cité la Méditerranée orientale, je n'ai pas cité l'Arctique. C'est une erreur fondamentale. Parce que l'Arctique, alors voilà quelque chose sur lequel il faut se préparer. Si la fonte des glaces continue comme ça, l'accès à des réserves pétrolières, à des réserves gazières, les routes maritimes du Nord vont s'ouvrir. Donc, on va avoir des enjeux. Et d'ailleurs, personne ne s'y trompe, puisque si vous suivez l'actualité maritime, dès hier, les ministres américains et russes se sont échangés des mots doux sur leur conception de l'Arctique. Donc, on a à la fois en Arctique un problème industriel qui va se présenter et un problème environnemental énorme qu'il faut résoudre. Donc, commençons par être présents là. Je rappelle que parmi, si je ne m'abuse, il y a au moins 2 ou 3, je ne voudrais pas dire de bêtises, pays européens au Conseil de l'Arctique qui ont, il y a au moins la Suède et le Danemark. J'en oublie, je suis en train de me dire, j'en oublie un peu, la Finlande, pardon, aussi. Donc l'Europe est une nation arctique, l'Europe est une nation méditerranéenne, l'Europe est une nation du Pacifique, donc nous sommes nation de tous les océans. Prenons-en soin. Donc, il faut, et je compte sur la Fondation Schuman et la Fondation de la mer pour porter ce message. Et je sais que, je vous taquine en disant ça parce que je sais que c'est particulièrement fait, mais en tout cas, il faut porter ce message au niveau européen. Nous devons avoir une stratégie maritime et dans cette stratégie maritime, nous devons avoir une partie environnementale importante. Je rappelle, amiral, vous êtes trop modeste, que vous êtes de ceux qui ont autorisé
le passage d'un bateau militaire français dans le passage du nord-est, à la grande surprise de nos amis russes qui l'ont découvert après, et que donc, je crois que c'était il y a 2 ans, et que ça montre bien l'importance qu'on y accorde. Alors justement, je voudrais peut-être aller un peu plus loin sur les questions européennes. Il y a énormément de questions, je vais essayer de les résumer. Fort de votre expérience, avec qui voyez-vous qu'on peut facilement travailler sur des sujets stratégiques et maritimes, les deux étant très liés, au sein de l'Union européenne, voire avec le Royaume-Uni? Avec qui peut-on travailler efficacement? Vous avez envoyé le groupe aéronaval à plusieurs reprises, il était toujours accompagné de navires européens ou d'autres. Comment progresser efficacement? Il y a même quelqu'un qui dit, est-ce qu'on doit se fixer pour un jour d'avoir une marine européenne développée et déployée sur les mers du globe? Alors, si vous voulez bien, je vais être plus modeste pour commencer, parce que je pense qu'il faut... D'abord, je pense qu'on peut travailler avec tous les pays européens, y compris ceux qui n'ont pas de frontières maritimes, parce que je crois à une notion qui est celle de solidarité, et j'ai été passablement chagriné, pas déçu, mais chagriné en tout cas de voir ce manque de solidarité s'exercer sur des questions comme celle de la Méditerranée orientale, comme celle de l'immigration par voie de mer. Je crois que l'Europe, les pays qui sont à l'intérieur des terres ne doivent pas oublier que plus de 80% de leurs biens arrivent par la mer, et que donc ils ont intérêt, s'ils veulent être économiquement viables, à s'intéresser à ce qui se passe sur les océans. Une fois que j'ai dit ça, je crois qu'on a... je disais tout à l'heure, l'Europe n'a pas été conçue comme un instrument de puissance militaire. C'était presque l'inverse, puisque le but était d'instaurer la paix sur le continent européen. Mais pour autant, il faut qu'on sorte un peu de l'endormissement et de la quiétude que nous a apporté la période de paix après la guerre froide. C'était un certain modèle. Je crois que le monde est plus compliqué et qu'il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Sur la partie maritime, je tiens à souligner qu'on a fait quand même beaucoup de progrès. On a une force qu'on a employée et auquel je crois qui est Euromarfor, qui est une force non constituée. Je n'aime pas beaucoup les forces constituées en attente, parce que pendant qu'elles sont en attente, elles ne s'entraînent pas, ne font pas d'opération. Donc je préfère les forces qui se constituent au moment où on a besoin d'elles. Et là, il faut bien reconnaître que l'OTAN nous a donné un niveau d'interopérabilité. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que l'OTAN et la défense européenne ne sont pas incompatibles. L'OTAN nous a donné un niveau d'interopérabilité tel qu'on est capable de réunir des moyens navals assez vite dans une région donnée pour résoudre un problème. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs avec Atalanta, avec un certain succès, puisque le niveau de la piraterie a bien diminué, voire quasiment disparu dans l'océan Indien. Il ne faut pas dire qu'il faut baisser la garde, parce que ça peut revenir assez vite. Mais en tout cas, on a montré qu'on était capable de mener des actions européennes. Quand j'ai été chef d'état-major de la marine, j'avais proposé avec un certain succès, peut-être moindre que celui que j'ai espéré, mais qu'en tout cas, on place des bâtiments français dans l'escorte de groupes européens, et que les Européens viennent participer à l'escorte du groupe aéronaval, donc du porte-avions Charles de Gaulle, ce qui avait été fait. Je voudrais remercier nos amis allemands, britanniques et belges en particulier. Je ne veux pas oublier les Italiens, les Espagnols et les Portugais, parce qu'on est en permanence en travail avec eux. Mais en tout cas, on a ces prémices de force navale européenne. Je ne crois pas que demain, je vous l'ai dit, l'armée européenne n'allait pas pour demain, parce que ça voudrait dire, l'armée, ça n'est qu'un moyen, ça voudrait dire qu'on ait une politique étrangère européenne. Là aussi, on a fait des progrès avec la désignation d'un représentant, etc. Mais on n'est pas encore dans une politique étrangère intégrée. Donc, je crois qu'il faut y aller petit pas par petit pas, avec beaucoup de pragmatisme.
beaucoup de réalisme aussi. Il faut faire des propositions d'emploi des flottes européennes. D'ailleurs, en passant, l'opération Agenor, qui était une opération de contrôle du détroit d'Ormuz, a rencontré un certain succès. On a réussi à mettre sur pied une opération européenne pour pas se pour avoir une vision indépendante de ce qui se passait dans le golfe d'Ormuz après dans le détroit d'Ormuz, pardon, et d'ailleurs Bab el-Mandeb également après les attentats qu'il y avait eu contre un certain nombre de navires marchands, des pétroliers en l'occurrence. Donc on peut y arriver. La route sera longue. La route sera longue, mais alors je suis de ceux, et vous me connaissez, je suis de ceux qui iront avec beaucoup d'enthousiasme et dynamisme dans cette voie-là, parce que, encore une fois, il faut qu'on pèse. D'abord, il faut qu'on ait une vision européenne collective de notre destin. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce qu'on veut rester une puissance économique et c'est tout? Ou bien est-ce qu'on veut aller jouer notre jeu? Et à mon avis, on peut le jouer dans la compétition technologique entre les puissances. Je pense qu'on a des vrais arguments à faire valoir. Donc la première question, avant de parler des moyens, la première question à poser aux Européens, c'est: que voulez-vous faire de destin? Quelle Europe vous voulez laisser à nos enfants? Est-ce que c'est une Europe alignée de fait, parce qu'on sera un désert technologique et qu'on sera un désert militaire aligné de fait sur l'une ou l'autre puissance? Ou bien est-ce que c'est une Europe raisonnée, hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir la taille des armées chinoises ou américaines, mais en tout cas, est-ce qu'on veut garder une capacité militaire digne de ce nom ensemble? Est-ce qu'on veut avoir une réflexion sur l'autonomie stratégique et singulièrement sur la technologie? Je crois que si on n'y prend pas garde, nous serons écartés de ces compétitions. Donc, il faut qu'on ait ces réflexions-là. Et donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on veut faire de notre futur? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser, et une question cruciale qu'il faudra se poser sans tarder. Il y a deux questions précises. Turquie, il y a énormément de questions sur la Turquie. Alors, j'en résume une. La Turquie est-elle un partenaire, un rival ou un ennemi? Que faire avec elle? Et sur le plan maritime. Et la deuxième question, sur l'Indo-Pacifique, où manifestement vous avez beaucoup intéressé tous nos auditeurs. Certains demandent si la France s'apprête à rejoindre le Quad, c'est-à-dire cette alliance que les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres construisent pour faire pièce à la Russie. Troisième question, qui va un peu de soi. Quand vous employez le terme de souveraineté européenne, vous êtes d'abord en harmonie avec le président de la République, mais aussi avec nos partenaires, notamment allemands. Ils détestent le thème d'autonomie stratégique parce que, comme vous le dites, ils nous suspectent de vouloir contourner l'OTAN, alors que la souveraineté, ça ne les gêne pas. Aucune constitution allemande, je l'ai vérifié, n'a employé jamais le terme de souveraineté, mais nos amis allemands, désormais, acceptent qu'on parle d'une souveraineté européenne parce qu'ils ont une sensibilité industrielle, économique, technologique ou autre très forte. Donc, pardon de cette rafale de questions. J'en ai d'autres encore plus précises parce que vous avez compris qu'il y a aussi des marins qui nous écoutent et donc je ne vous mettrai pas trop en difficulté compte tenu des informations que vous possédez toujours. N'hésitez pas. Non, sur la Turquie, d'abord, la Turquie est un allié de l'OTAN, donc il faut avoir ça dans un coin de sa tête. Pour autant, la Turquie, alors je tiens aussi à rappeler, pour être le plus juste possible, que la Turquie n'a pas signé Montego Bay, donc ne reconnaît pas les règles internationales de souveraineté. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que les amiraux turcs ont inventé quelque chose qui s'appelle... pardon, c'est pas quelque chose, qui ont inventé une stratégie qui s'appelle la patrie bleue, si je me souviens bien, dans laquelle ils expliquent pourquoi l'Est de la Méditerranée est une zone d'influence et une zone économique importante pour eux.
Donc, une fois que j'ai dit ça, moi, la Turquie, elle vit sa vie et elle a sa propre stratégie. La question n'est pas tant la question turque que la réponse européenne aux provocations turques dans la ZEE européenne. Parce que certains pays européens ont tendance à dire bah, ça, c'est l'affaire de la Grèce et de Chypre, et donc qui se débrouillent. Ça n'a pas été, vous le savez, la politique de la France. Je crois que, je parlais tout à l'heure de politique du fait accompli, je crois qu'on ne peut pas accepter la politique du fait accompli. Moi, je suis pour le dialogue et je crois qu'il y a des espaces de dialogue possibles avec la Turquie, qui d'ailleurs a fait quelques ouvertures récemment et à titre personnel, je m'en félicite parce que c'est un allié de l'OTAN et qu'il faut donc éviter de rentrer dans une confrontation. Pourtant, on a eu des événements, en particulier entre nos flottes au large de la Libye, etc., que je ne sous-estimerai pas. Donc, il faut qu'on reprenne le dialogue avec la Turquie. Il faut que la Turquie accepte que les Européens ont des intérêts maritimes à défendre, comme eux en ont. Puis surtout, il faut que l'Europe fasse preuve d'une grande solidarité dès lors que ses intérêts sont menacés. Vous savez, on ne peut pas avoir une Europe du Nord, une Europe du Sud, une Europe de l'Est, une Europe de l'Ouest, une Europe qui regarde vers la mer, une Europe qui regarde vers l'espace, une Europe qui regarde vers le ciel. Moi, je pense que pour que l'Europe soit crédible, il faut qu'elle soit solidaire. On ne m'enlèvera pas cette idée de l'esprit et qu'il faut donc que quand un des membres, quel que soit son emplacement ou ses intérêts, que quelqu'un vient contester ses intérêts, et bien que l'Europe soit solidaire et explique que ce n'est pas les intérêts grecs ou chypriotes, mais les intérêts européens qui sont mis en jeu. Demain, certains pays du Nord qui ont tendance à regarder vers l'Arctique seront peut-être bien contents qu'on agisse si leurs intérêts dans l'Arctique sont menacés, ou bien si certains pays européens qui ont des territoires ultramarins sont bien contents si leurs intérêts sont menacés de voir une réponse solidaire européenne. Je crois que c'est ce qui fonde l'Europe, la solidarité. Je ne crois pas dire une horreur en disant ça, mais si on n'a pas une vraie conscience de notre futur et de ce qu'on veut faire de notre futur, ça va être quand même très compliqué. Donc, solidarité et conscience. Ça répond d'ailleurs à la deuxième question sur la souveraineté européenne. Alors, tu sais, moi, j'ai fréquenté beaucoup les pays européens avec mon bâton de pèlerin et je continuerai à le faire pour aller expliquer que la défense européenne était viable et crédible. Je crois que quand on va dans certains pays, ils n'aiment pas le terme de souveraineté parce qu'ils expliquent que nous, la souveraineté, c'est national. Quand on va dans d'autres, ils expliquent que la souveraineté, c'est bien, mais c'est que technologique. Quand on va dans un troisième, on explique que c'est l'autonomie stratégique dont il faut parler. Je crois qu'il faut quand même, entre grands garçons, qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on définisse, etc. Moi, je crois que, enfin, s'il y a des termes qui choquent, évacuons-les. Mais en tout cas, ce qui ne doit pas choquer, c'est la question que voulons-nous faire de notre destin. Et parce que si on retire ça, je ne vois pas comment on pourrait expliquer à nos concitoyens que l'Europe est intéressante. Ils voient bien qu'on est une puissance économique, mais enfin quand même, l'Europe, elle doit amener de la sécurité, elle doit amener de la solidarité, et tous les débats qu'on a eus autour de l'immigration illégale par voie de mer et de la répartition des migrants, enfin, il faut qu'on arrive à faire mieux que ça. Il faut qu'on arrive à faire mieux que ça, il faut qu'on se montre solidaire, quel que soit l'emplacement, quels que soient les intérêts des uns et des autres. Pardon, je n'ai pas répondu à la dernière question sur le Pacifique. Heureusement que j'avais noté. Sur le Pacifique, alors d'abord, on n'a pas attendu 2021 pour s'apercevoir que le Pacifique existait. Je tiens à rassurer tout le monde. Je rappelle que ça fait beaucoup d'années que nos groupes amphibies et singulièrement les missions Jeanne d'Arc se déploient dans le Pacifique. Je crois qu'il là aussi, il faut avoir... on ne peut plus avoir une vision régionale des problèmes. Si demain, dans le Pacifique, il y a des violations du droit international de la mer, on peut être sûr que ces violations, on les retrouvera peu de temps après en Atlantique,
dans l'Arctique et dans l'océan Indien, etc. Donc il faut que ce droit international de la mer soit consolidé et appliqué. C'est important. On voit parfois qu'il y a des interprétations divergentes, on sort le droit historique ou des choses comme ça. Je crois quand même qu'il y a un droit de la mer, il faut l'appliquer et il faut s'y tenir. Je voudrais rappeler, et pardon si c'est une évidence, mais je voudrais rappeler que nous sommes une nation mondiale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième zone maritime au monde nous donne un accès à tous les océans. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet accès qui est vrai dans le Pacifique, qui est vrai dans l'océan Indien, nous donne ce statut enviable de voisin que j'évoquais. Nous sommes voisins du monde grâce à notre zone maritime. Et en plus, on est un voisin plutôt sympa, puisqu'on est très respectueux du droit international et en général, même si parfois on manque un peu d'humilité, je dis ça pour nos camarades étrangers qui nous suivent, même si on manque un peu d'humilité et qu'on peut être soupçonné parfois d'un peu d'arrogance, quand même, on est des bons voisins. Nous sommes des bons voisins, et singulièrement dans tous les océans que j'évoquais. Donc, alors, il n'aura échappé à personne non plus que nous avons des partenariats stratégiques avancés avec l'Inde, avec le Japon, avec l'Australie. D'ailleurs, si mes renseignements sont exacts, il y a actuellement des manœuvres maritimes et même terrestres au Japon avec les États-Unis et l'Australie. Donc, on voit bien qu'on est dans nos zones. Je ne vais pas parler de zone d'influence, on est dans une zone où nous sommes présents et nous devons considérer ce qui s'y passe. Alors après, je laisserai à nos diplomates dont j'ai vanté les mérites tout à l'heure la stratégie à déployer. Je crois que en tout cas, il faut qu'on fasse très attention à ne pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on alimente un sentiment de confrontation avec quiconque. Je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant sur l'application du droit international. Les marines indo-pacifiques montent en gamme, c'est leur droit. Tout le monde a le droit de défendre ses intérêts et d'avoir une stratégie de défense. Peut-être devrons-nous nous poser la question au niveau européen de savoir pourquoi encore certains contestent le porte-avions, les porte-avions, alors que les Britanniques veulent en construire 4, les Indiens 4, les Chinois au moins 4, et les États-Unis en ont 11. Donc il y a bien qu'en Europe qu'on se pose ce genre de questions sur les éléments de puissance. Mais en tout cas, il faut qu'on ait ce positionnement. Je parle naturellement à titre personnel, mais ce positionnement presque de médiateur des conflits. C'est-à-dire qu'on peut amener, nous, Français, on peut amener la bonne parole parce que nous sommes partie prenante de ces zones, parce que nous sommes respectueux du droit international, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y être présent militairement. Bien sûr qu'il faut y être présent. Mais en tout cas, on a cette vision. Alors, je rappelle également que le président de la République a lancé une stratégie indo-pacifique qui est intéressante. La première chose qu'ont fait les Britanniques après la publication de leur revue stratégique, c'est d'envoyer le HMS Queen Elizabeth dans cette région. Donc, on voit bien que il y a une prise de conscience de l'intérêt de cette plaque stratégique indo-pacifique pour les Européens. Mais là encore, je pense que ça mériterait une réflexion commune. Eh bien, deux questions précises, puis après je vous libère, mais une sur la Chine et une sur l'Allemagne. Sur la Chine, je sais que comme chef d'état-major de la marine, vous êtes rendu en Chine. Il y a plusieurs questions très élaborées pour savoir quels sont les objectifs de la stratégie chinoise, notamment en mer de Chine. Est-ce que c'est sécuriser le passage notamment de leur flotte et notamment de leur flotte de sous-marins SNLE pour avoir une flotte mondiale et assurer la présence mondiale? Est-ce que c'est la course aux ressources dans cette zone? Est-ce que c'est le contrôle des flux commerciaux qui passent dans cette zone? Il y a là une dizaine de questions qui tournent autour et qui aimeraient savoir quel est votre sentiment
personnel, bien sûr. J'aurais tendance à dire de demander aux Chinois, ça sera plus facile. Mais non, je crois que la politique maritime chinoise, elle est sous-tendue par leur politique économique, pas seulement, j'y reviendrai, mais encore une fois, ça c'est mon analyse, hein, je fais ça avec beaucoup d'humilité et qualité dont un romancier français disait qu'elle était l'antichambre de toutes les perfections. Il faut toujours la garder, cette humilité. Mais en tout cas, je crois que l'expansion de la marine... D'abord, j'étais très impressionné quand je suis allé en Chine au titre de mes fonctions de chef d'état-major. Alors évidemment, j'avais lu beaucoup de choses sur la montée en puissance de la marine chinoise, mais vraiment, j'ai eu l'occasion de visiter leur porte-avions, un de leurs sous-marins, de leurs frégates. Je crois que l'image qu'on avait il y a 20-30 ans d'une marine chinoise qui achetait beaucoup aux Russes et qui copiait les bateaux russes, c'est terminé. Ils ont des bateaux extrêmement modernes, ils ont des équipages remarquables. J'ai eu l'occasion de faire un échange à bord de leur porte-avions avec l'état-major du porte-avions. Et je peux vous dire que j'étais très impressionné par la qualité des officiers que j'ai rencontrés. Donc, il faut se rendre compte que la Chine a pris en compte sa dimension maritime. Alors, ça répond à plusieurs objectifs. Le premier, probablement, et que pour peser dans cette zone, il faut avoir une marine. Je ne vais pas vous faire un cours sur les capacités de transport amphibie, etc. Mais en tout cas il faut pour peser dans la zone régionale Pacifique et Indo-Pacifique une marine digne de ce nom. Donc ils l'ont bien compris. Ensuite, ils ont développé le concept de route de la soie. Ce concept, il est probablement fait pour sécuriser leur flux économique et singulièrement leur flux maritime. Je rappelle, les routes de la soie ont aussi une composante terrestre, hein, il n'y a pas que la partie marine. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la partie marine, ils jalonnent ces routes de la soie de base. Ils ont construit une base extrêmement importante à Djibouti et dans d'autres pays de l'océan Indien. Donc on voit bien qu'il y a à la fois la sécurisation des routes maritimes. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que j'expliquais tout à l'heure que les flux maritimes, la sécurisation des flux maritimes est importante. Maintenant, il faut que ça soit bien contrôlé par tout le monde. Mais en tout cas, cette sécurisation des flux maritimes, des routes de la soie, et puis une question stratégique également, parce que la mer de Chine en fait est très enclavée. Quand on prend une carte et qu'on regarde finalement du Japon à l'Indonésie, on a une espèce d'arc de cercle qui enclave la mer de Chine. Et la réponse d'ailleurs des Chinois a été leur ligne en 9 points, qui est pratiquement le face-à-face de cet arc géographique. Donc ils ont cette double ambition stratégique et économique, en tout cas c'est mon analyse. Et puis ils ont la conscience que pour peser dans les affaires mondiales, il faut une marine digne de ce nom. Je crois que c'est aussi simple que ça. On voit bien d'ailleurs l'effort qu'a fait la Chine. C'est un peu ce que j'expliquais au départ sur les flux, hein. Beaucoup sur la cyber, beaucoup sur la marine et beaucoup sur l'espace. Donc finalement, on rejoint ce triptyque des flux qui sont importants pour nos sociétés. Amiral, dernière question que je soupçonne venue d'Allemagne. Un ami allemand dit « Quel jugement portez-vous sur la marine allemande ?» Et un deuxième, plus modéré, mais peut-être plus engagé, dit « Quel rôle voyez-vous jouer à la marine allemande dans le contexte européen actuel, compte tenu, bien sûr, des contraintes constitutionnelles et législatives de l'Allemagne ?» Vous connaissez ça mieux que nous tous, une armée soumise au Bundestag plutôt qu'au gouvernement. Alors, je ne voudrais pas être soupçonné de flagornerie vis-à-vis de l'Allemagne. Vous savez que je suis un grand ami de l'Allemagne et je crois qu'on peut faire des choses impressionnantes ensemble si tant est qu'on en ait la volonté.
quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, mais dans quoi on s'est engagé sur le char du futur et l'avion de combat du futur. Alors, je m'éloigne un peu des marines, pardonnez-moi. Vous Mais avez je la dis, question aussi. Oui. on s'est engagé dans ce qu'il faut faire. D'abord, pardonnez-moi, mais pour ne pas avoir la mémoire courte, je rappelle qu'on a fait un certain nombre de programmes communs bien avant le SCAF et le MGCS, je ne sais plus comment on l'appelle, le char de combat, le Tigre, le Transal, pour citer que, l'Atlantique de patrouille maritime, etc. Donc on a déjà l'expérience de programmes communs. Ce qui est compliqué, effectivement, aujourd'hui, je voudrais d'ailleurs rendre hommage à nos industriels qui ont fait cet effort de rapprochement qui n'allait pas de soi au départ, hein, parce que dans le domaine industriel, compte tenu de la compétition technologique que j'évoquais tout à l'heure, c'était pas évident de dire on va confier, pardonnez-moi l'expression, les clés du camion à un autre. Là, au moins, chacun a une clé indépendante pour tenir le camion, donc ça va. Mais en tout cas, je pense que c'était nécessaire. Moi, je crois que l'indépendance technologique, je suis passé à un troisième mot après autonomie stratégique et souveraineté, maintenant je parle d'indépendance, je ne sais pas dans quel état mes statuettes vont se retrouver piquées d'épingles après tout ça, mais en tout cas on a le devoir de dire il faut qu'on travaille ensemble. J'ai peur qu'à terme, parce que dans les 5 ruptures que j'évoquais, j'en ai pas cité une sixième, qui sera comment l'Europe se relèvera de la crise sanitaire, se relèvera financièrement de la crise sanitaire actuelle. Je pense qu'il faut l'avoir dans un coin de sa tête aussi, cette question-là. Mais en tout cas, moi je crois qu'on n'a pas d'autre alternative de coopérer. Et d'ailleurs, sur ces programmes-là, je rappelle qu'il n'y a pas que la France et l'Allemagne, il y a l'Espagne aussi qui a rejoint. Donc voilà des projets qui, en tout cas, que j'ai défendus. Il a fallu une volonté politique farouche, je peux vous dire, parfois contre les militaires eux-mêmes, parce que souvent les militaires dont je fais partie encore, ont tendance à dire tout ça est bien compliqué, si on faisait le programme nous-mêmes, ça serait plus simple, certes, peut-être, mais en tout cas, ça ne va pas dans le sens, de l'histoire. J'ai plein de souvenirs qui me viennent à l'esprit au moment de cette question, où finalement, la première question que doivent se poser les militaires quand on fait un projet européen, c'est quel est le besoin opérationnel, et si ce n'est pas le même, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi. Parce que, faisant partie de l'OTAN et de l'Union européenne, arriver à avoir deux projets différents, pour donner un petit moment de détente, je rappelle que le NH90 doit avoir quelque chose comme 19 ou 22 versions. C'est quand même extraordinaire qu'on n'ait pas été foutu, pardonnez-moi l'expression, de faire un projet commun alors que nos concepts d'emploi sont les mêmes. Je ferme la parenthèse et je reviens sur nos amis allemands. Donc c'est vrai, ça peut paraître parfois compliqué. Ce qui est compliqué d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas les mêmes structures, donc, et singulièrement pas les mêmes structures politiques. Donc il faut et je pense que, en tout cas, ce qui a été fait dans les années qui viennent de s'écouler entre le président Macron et la chancelière Merkel a été tout à fait intéressant. Il faut qu'on arrive à rapprocher nos points de vue politiques, et une fois qu'on a l'impulsion politique, derrière, ça se met... c'est pas toujours facile, mais ça se met en branle. Donc, il faut qu'on ait cette volonté d'avancer en même temps. Il faut pour ça aussi qu'on arrive à résoudre la question que j'évoquais tout à l'heure de défense européenne versus OTAN et de l'articulation entre les deux. Mais en tout cas, il faut qu'on ait cette volonté d'avancer, et je crois qu'on a prouvé qu'on était capable de le faire. Pour revenir à votre question sur la marine, moi, j'ai une très grande opinion des marins allemands. Les chefs d'état-major des marines allemandes sont des amis personnels, des vrais amis. Et je pense qu'on a, on a là des gens d'une extrême qualité. Je ne peux que regretter que l'arrivée des pays asiatiques dans le top 8 en tonnage, le top 8, pardon, le top 8 des marines en tonnage, et évincé deux pays qui, en 95, en faisaient partie, qui étaient l'Allemagne et l'Italie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont beaucoup réduit, un petit peu quand même, comme nous d'ailleurs,
mais ça veut dire que les autres ont beaucoup grossi. Mais en tout cas, et moi j'étais très reconnaissant aux Allemands en particulier d'avoir mis une frégate autour du porte-avions alors qu'on avait eu les attentats du Bataclan. Tout de suite, la réponse a été immédiate. Je crois qu'on peut progresser beaucoup ensemble. Donc, je crois à l'avenir des relations franco-allemandes dans le domaine militaire. Encore faut-il qu'on y mette la volonté nécessaire. Amiral, merci beaucoup. On a largement dépassé le temps que je m'avais promis de vous prendre. Je voudrais vous remercier infiniment pour toutes ces questions. Vous remercier aussi pour votre conception de l'Europe, la solidarité d'abord, le travail en commun ensuite, au pied, j'allais dire, au pied de l'établi en quelque sorte, concret, et avec une vision large et aussi très réaliste. Donc, nous continuerons ce type de conférence. Bien évidemment, si vous nous faites encore l'honneur de venir débattre avec nous, je vous lancerai une invitation à tout hasard, parce qu'il y a énormément de questions auxquelles on n'a pas répondu, mais je dois dire qui ont été largement couvertes par votre large introduction liminaire, dont je vous remercie infiniment. Peut-être devrais-je aussi vous remercier au nom de la Fondation de la mer. Vous savez que les marins réservistes que nous sommes, nous vous devons d'avoir réussi à transformer notre passion de la mer en projet concret. C'est le cas, et la présidente Sabine Roux-Bézieux l'incarne parfaitement. Cette Fondation de la mer existe, elle travaille pour essayer de porter aussi, à travers la mer, toutes les valeurs qui sont aussi les valeurs de l'Europe, solidarité, par exemple, travail en commun, en permanence, un vrai esprit d'équipage, en quelque sorte, dont vous avez donné l'exemple pendant votre carrière si prestigieuse. Donc, permettez-moi de vous remercier au nom de tout le monde. Tous les amis qui n'ont pas trouvé dans mon expression, pour relayer leurs questions, satisfaction, sont priés de m'écrire et je transmettrai à l'amiral toutes leurs réflexions. Je m'y engage. Mille merci pour vous et déjà beaucoup de compliments dans les questions sur la haute tenue de votre conférence. Merci beaucoup, amiral, cher Bernard Rogel. Merci, à bientôt. C'était un plaisir, cher Sabine et cher Jean-Dominique, et comme on disait dans ma jeunesse, continuons le combat. À très bientôt, merci beaucoup.